ou un truc du genre. À l'époque, l'eau était trop encombrée et il n'y avait plus assez d'oxygène pour tout le monde. Il n'y avait pas de prédateurs sur la terre ferme, seulement des insectes un peu partout. Alors les poissons ont développé des pattes et des poumons et sont devenus des amphibiens. Et puis quelques millions d'années plus tard, nous voilà. Ok. Mais ces poissons ont un objectif légèrement différent, parce qu'ils n'ont pas l'intention d'évoluer. Voici l'Anabas testudineus, communément appelée perche grimpeuse. Il représente un vrai danger pour tous les êtres vivants. Si vous pensez qu'il faut être plus gros pour être une menace, allez dire ça aux fourmis d'Argentine, qui sont en train de lentement envahir le monde. Comparée à elle, la perche grimpeuse est quand même assez grosse. Elle peut atteindre une longueur de 25 cm et ne vit pas en colonie. Mais cela ne les empêche pas de menacer toutes les autres espèces. Vous voyez cette nageoire dorsale pointue, ce n'est qu'une partie de son armurerie. Ces opercules branchiaux peuvent changer de position et sont équipés d'aiguilles pointues. Les poissons s'en servent pour se déplacer sur Terre et pour étouffer leurs ennemis de l'intérieur. Lorsqu'un prédateur avale une perche grimpeuse, celle-ci déploie ses nageoires, expose ses aiguilles et se coince dans la gorge du prédateur. Parfois, cela signifie une mort instantanée par manque d'oxygène ou parfois une mort plus lente due à la faim. Tous ceux qui décident d'y goûter peuvent se retrouver dans cette situation. Les gros poissons, les oiseaux, les tortues et même les mammifères, s'ils décident d'avaler une perche grimpeuse. Ce poisson ne fera de cadeau à personne. Rien que le tenir en main, c'est difficile. Ses opercules branchiaux et ses nageoires sont très pointus. Et c'est comme essayer d'attraper une patate très chaude, qui se tortille en plus. Very hot potato. Mais imaginons que les oiseaux commencent à manger la perche grimpeuse et que leur population commence à diminuer. Mais alors, quel est le problème? C'est la sélection naturelle et tout ça, non? Malheureusement, cela ne fonctionne que dans les régions où la perche fait déjà partie de l'écosystème. Si elles arrivent à un nouvel endroit, elles peuvent vraiment tout gâcher. Par exemple, l'absence d'oiseaux peut en bout de course entraîner une augmentation des rongeurs ou des insectes destructeurs de cultures. Et c'est un problème grave. Jusqu'à 40% des cultures mondiales sont déjà perdues à cause des parasites et des maladies des plantes. Les insectes causent à eux seuls 60 milliards d'euros de dégâts chaque année. Ils se débrouillent très bien déjà sans l'aide des perches. Une réduction du nombre d'oiseaux, ce serait vraiment dingue, mais les perches grimpeuses se moquent de tout cela. Elles conquièrent juste de nouveaux territoires, et si quelqu'un essaie de les manger, eh bien c'est leur problème. Les perches grimpeuses ne sont pas intéressées par cet effet domino, où une espèce en danger est suivie par une autre, puis par une troisième, et ainsi de suite jusqu'à ce que tout autour change. Bon, il ne faut pas juger. Après tout, ce ne sont que des poissons. Boom. Des poissons qui causent de gros problèmes. Mais d'où ils viennent déjà? Comme c'est souvent le cas, les scientifiques prennent beaucoup de temps avant d'étudier les choses vraiment importantes. On ne sait pas exactement d'où vient la perche grimpeuse, mais elle est probablement apparue en Asie du Sud-Est. Ces 40 dernières années, elles se sont dirigées vers le sud de l'Indonésie et elles n'ont pas l'intention de s'arrêter. Outre le fait qu'elle tue les prédateurs, la perche grimpeuse s'adapte facilement, comme beaucoup d'autres poissons qui ont appris à aller sur la terre ferme. Elles ont toujours un plan B. Si les eaux où elles vivent sont trop encombrées, les perches grimpeuses peuvent en sortir et ramper vers une autre étendue d'eau. Si celle-là s'assèche, elles iront attendre dans la boue ou trouver un autre endroit pour vivre. Pas assez de nourriture? Elles peuvent aller sur la terre ferme. Il va bien y avoir quelque chose à grignoter. Waouh! Ces poissons sont plus forts que Schwarzenegger. I hate Plan B. Mais comment se déplacer sur Terre quand on est un poisson? Vous pensez pas que c'est un peu une contradiction? Les perches grimpeuses l'ont compris et ont développé un organe spécial pour respirer sur Terre. Elle retient un peu d'eau et hydrate ses branchies, ce qui permet aux poissons de vivre sans eau pendant des jours. Mais la perche grimpeuse a besoin de garder tout son corps humide pour se sentir bien, et le poisson préfère donc se déplacer la nuit ou tôt le matin quand il y a encore de la rosée. Wow, wow, wow! Mais elles peuvent quand même pas aller d'Inde en Australie juste en surfant sur la rosée. Après tout, il y a des mers, différents détroits, de longue distance. Alors les perches grimpeuses font du stop. Elles s'accrochent au fond des bateaux de pêche et vont là où ça les mène. Plutôt pratique d'être capable de vivre dans des eaux de salinité différentes, n'est-ce pas? En plus, un pêcheur peut ramener une perche grimpeuse par inadvertance après l'avoir attrapée accidentellement avec le reste des poissons. Je ne serais pas surpris d'apprendre que les perches grimpeuses savent déjà faire semblant d'être mortes pour sortir du bateau et vaquer à leurs occupations quand elles arrivent sur un nouveau territoire. C'est comme ça que les perches grimpeuses étendent leur influence et se rapprochent de plus en plus de l'Australie.
Et comme les espèces locales ont évolué indépendamment du reste de la planète, les nouveaux venus peuvent infliger de gros dégâts. C'est pas une blague, les gens là-bas sont formés à reconnaître les perches et à les signaler immédiatement aux autorités, peut-être à la police. C'est un oiseau! C'est un avion! Non, c'est Superman! T'es pas bien, c'est une perche grimpeuse! Nous devons informer les autorités! Oui, c'est très sérieux comme affaire. Quand l'Australie a appris que la perche grimpeuse approchait, c'était comme une déclaration de guerre. Les espèces indigènes peuvent être aussi mortelles que possible, elles ne seront tout de même pas habituées à un tel adversaire. Imaginez un cactus qui pousserait d'un coup là où personne n'en avait jamais vu et où personne n'y était préparé. Les animaux seraient curieux, ils essaieraient de manger les pointes, ils se blesseraient forcément, voire se tueraient. La même chose se produira avec les poissons. Même les pointes sont assez similaires. Il faudra plus d'un siècle pour s'habituer à un tel voisin et apprendre à vivre à ses côtés. Enfin, s'il est possible de s'habituer aux perches grimpeuses. Où sont passés tous les Steve? T'es pas au courant? Ils sont allés dans un autre lac. Enfin! Dans un environnement familier, les espèces indigènes connaissent leurs limites. Les prédateurs savent déjà comment et qui manger, les proies apprennent à se défendre, et si l'on ajoute à cela les conditions climatiques, tout cela crée un équilibre assez fragile, mais parfait. Mais dès qu'une espèce résistante s'interpose, c'est le chaos. Ces espèces sont dites envahissantes, et dans la plupart des cas, elles sont introduites dans un nouveau territoire par l'homme. Parfois par accident, mais l'effet est toujours impressionnant. Par exemple, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, le serpent brun arboricole a été accidentellement introduit sur l'île de Guam. Peut-être que le serpent se trouvait dans la cargaison, ou alors il s'est faufilé dans le train d'atterrissage et s'est retrouvé au paradis. Il n'y avait presque aucun prédateur naturel pour le serpent à Guam, mais il y avait de nombreuses proies qui n'étaient pas habituées à être chassées. En conséquence, le serpent arboricole a commencé à se reproduire à un rythme alarmant. Les serpents ont exterminé la plupart des espèces vertébrées locales. Ils ont provoqué des milliers de coupures de courant, affectant les activités privées, commerciales et militaires. Les serpents ont également été responsables de la mort de volailles et d'animaux domestiques, ainsi que du traumatisme des habitants. Imaginez qu'un animal qui n'est pas du coin débarque chez vous, comme un lion ou un hippopotame, ou même un serpent qui en plus est venimeux et dangereux pour les petits enfants. N'importe qui aurait un coup de stress. Bref, les serpents se sont bien amusés. Mission complete. Et comme Guam est une importante plateforme de transport dans le Pacifique, le voyage du serpent ne s'est pas arrêté là. Il a été vu sur d'autres îles et même au Texas, assez loin de l'Australie, sa terre natale. C'est ce que font les espèces envahissantes. Au cours des 500 dernières années, elles ont causé la mort de 13% de toutes les espèces disparues. Les espèces envahissantes ont été l'une des causes d'extinction de 25% des plantes et de 33% des animaux. Mais les serpents, les poissons, les fourmis, et on va dire la berce laineuse, ne sont pas comme la météorite qui a éliminé plus de 75% des espèces à l'époque des dinosaures. En gros, on doit arrêter les animaux qui tentent de s'emparer de nouveaux territoires. Entre autres, il va falloir régler le problème de la perche grimpeuse. Oui, merci Gandalf. Quelqu'un d'autre a des suggestions ? Pêcher tous les poissons qu'on trouve, ça aiderait, mais seulement pendant un moment, jusqu'à ce que la perche grimpeuse se reproduise à nouveau. Alors peut-être du poison ? Wow, c'est trop extrême. Enfin, ça aiderait à se débarrasser des perches grimpeuses, bien sûr, mais les autres poissons seraient également empoisonnés. Alors quel serait l'intérêt ? Du coup, c'est à peu près la même chose. D'abord, quelque chose se produit à cause de l'activité humaine, et ensuite, ce quelque chose doit être réglé. Et au fait, quelle est la situation en Australie ? Pas mal de temps s'est écoulé depuis les premiers rapports alarmants. Les poissons sont-ils arrivés ? Eh bien, on dirait que des gens ont réussi à les ralentir. Ou alors, ils sont arrivés là-bas, et maintenant il n'y a plus personne pour nous parler du désastre. À plus !